Les documents engageants sont des documents assez importants et on va vite le comprendre. Ce sont les documents qui sont porteurs d'une décision, qui sont le reflet d'une stratégie d'entreprise ou d'organisation, qui sont aussi, et trop souvent on l'oublie, porteurs d'un savoir-faire, d'un savoir, d'une connaissance qui, au travers de leur auteur, attribue ou donne à ces documents une authenticité et une fiabilité. Alors, quand on parle de documents engageants, ça n'est pas que la valeur, où je parlais tout à l'heure de prise de décision, de stratégie. Ça engage qui? Ça va engager l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs, l'entreprise vis-à-vis de ses partenaires ou de ses fournisseurs, l'entreprise vis-à-vis d'elle-même aussi. Et là, souvent aussi, on l'oublie. Alors, l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs, cela veut dire que l'entreprise a donné à un instant T, au moment où c'était primordial pour ses collaborateurs, toutes les informations nécessaires à la réalisation des activités et des objectifs de l'entreprise. Alors, ça va être à la fois une note d'orientation stratégique, la cible à atteindre par les collaborateurs, ça va être une procédure de travail, pourquoi j'agis et comment je dois agir pour que ça fonctionne. C'est souvent la délégation de pouvoir qui est un document engageant. C'est peut-être le plus simple et celui qui est le plus connu par les collaborateurs. C'est qui a le droit de signer un document, qui a le droit d'engager l'entreprise. Et on voit bien que ce document est à la fois engageant pour le collaborateur, il sait ce qu'il a le droit et ce qu'il doit faire. Engageant pour l'entreprise, elle a donné le pouvoir à l'un de ses collaborateurs de réaliser ou de signer un document. Et c'est engageant aussi l'entreprise vis-à-vis de ses partenaires ou de ses fournisseurs, c'est qu'ils savent que la personne qui a signé a tout pouvoir et dans quel périmètre ce pouvoir peut s'exercer. Alors, document engageant, bien évidemment, il doit être conservé pendant la durée de validité, si on revient à l'exemple de notre délégation de pouvoir ou même le contrat, il est engageant pendant la durée de validité de cette délégation de pouvoir, mais bien évidemment, et souvent, c'est à ce moment-là qu'on va perdre la trace de cet engagement et de ce pouvoir, parce que l'on ne va pas conserver le document à l'issue de la validité de la délégation de pouvoir ou du contrat. On pense qu'il n'est utile que ou pertinent que pendant la durée de validité, alors qu'il va être le reflet d'un choix, d'une décision, d'une délégation à un instant donné, mais pour la preuve plus tard, parce que bien souvent la délégation de pouvoir, on va l'utiliser au moment où on signe, mais 5 ans, 7 ans plus tard, on va utiliser cette même délégation pour prouver quelque chose, pour prouver qu'on avait le droit de faire. Et c'est là que ça va nous permettre de comprendre pourquoi c'est telle ou telle personne qui avait signé plutôt que telle autre. À côté des documents engageants, nous avons aussi les documents de mémoire nécessaires, utiles et utilisables dans le cadre de l'action. Ces documents sont souvent dans les entreprises ou les organisations, lors de leur démarche d'archivage, mis un petit peu à côté. Parce qu'on veut se focaliser pour X raisons et on voit bien que le document engageant a une vraie valeur. Les organisations, les entreprises qui sont amenées à faire de la recherche, bien souvent, identifient ce besoin de préservation des documents dits de mémoire. Dans certains cas, on parle aussi de documents historiques et c'est pour ça que souvent les entreprises les mettent un petit peu de côté. Or, lorsque l'on a à travailler avec les chercheurs, notamment avec des scientifiques, on peut percevoir de façon vraiment très pertinente la valeur de ces documents et en quoi ils sont très souvent utilisés. Alors, un certain nombre d'exemples, on a le document qui va amener lors d'un projet recherche, qui va amener au lancement d'un produit. Et donc il y a toute cette partie qui est de la recherche, qui est de la connaissance, qui est du savoir, et ça va permettre aux chercheurs, aux scientifiques ou aux techniciens d'écrire un certain nombre de documents qui vont aller jusqu'au lancement du produit, la conception d'un moteur, si je suis dans l'industrie automobile. De la même façon, lorsque je vais avoir à gérer, à travailler sur un projet qui va amener un contrat d'acquisition ou de fusion d'une entreprise, les juristes, mais aussi les métiers, la direction vont travailler sur un certain nombre de documents qui va constituer un document de connaissance et de savoir. Les documents de mémoire qui sont porteurs d'une connaissance, d'un savoir-faire, d'une expertise, à un moment donné, sont archivés. Souvent, il est difficile pour les collaborateurs ou pour la direction de se dire pourquoi on va les archiver.
hein. Au-delà du fait que ce sont des documents qui ont un intérêt, on va dire, collectif ou scientifique ou technique à un instant T. Mais ces documents vont être nécessaires et vont être utilisés dans beaucoup plus de cas qu'on ne pourrait l'imaginer pour l'action et je dirais dans une entreprise comme L'Oréal pour l'innovation. On ne va pas refaire ce que l'on a déjà fait, on va repartir d'un projet sur lequel on avait déjà travaillé, on va repartir de traces, d'une action à un instant T qui vont permettre une action dans le futur ou une action immédiate. Ces documents doivent être préservés dans les mêmes conditions que les documents engageants. Parce que j'irais même plus loin que ça, on parlait tout à l'heure des documents engageants qui sont archivés, à préserver, et les documents de mémoire doivent être conservés dans un ensemble parce qu'ils sont à la fois des documents de connaissance, mais ils sont aussi des documents de preuve, des documents de traces. C'est ce que nous commençons à appeler et à voir de plus en plus souvent dans un certain nombre d'articles, le Knowledge Records Management ou KRM, le Knowledge Records Management étant la prise en compte de la connaissance, la gestion de la connaissance, le management de la connaissance et la gestion et la prise en compte de la preuve. À côté des documents engageants et des documents de mémoire, il existe aussi une troisième catégorie de données à archiver qui sont les documents de traces. Alors, souvent, ce sont peut-être les documents qui sont les plus difficiles, pense-t-on, à identifier. Un exemple qui nous parle à tous, que sont les exemples des mails et de la messagerie. Trop souvent, on aborde la problématique en se disant « je dois archiver ma messagerie ou les documents que j'ai reçus ou que j'ai envoyés ». Or, notre problématique, en réalité, est de pouvoir identifier quels sont les mails qui sont réellement la trace d'échange, la trace de relation. Il faut donc se demander pourquoi, quelle relation, quel échange il y a derrière et est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie leur conservation dans le temps, qui d'ailleurs peut être un temps plus ou moins long. Là aussi, on ne va pas conserver un mail ou une trace en fonction de la durée de conservation. Ça peut être une durée courte et un document, un échange très important, la trace d'un échange ou d'un événement très important.